Crainte de récession aux États-Unis. Récession. Recession. Il y a quelques semaines, on a eu des résultats extrêmement mauvais sur le secteur de l'emploi américain, notamment le NFP qui est sorti étonnamment bas. Depuis, tous les médias ont commencé à parler de récession et de crainte quant aux perspectives économiques, ce qui a apporté un flou énorme sur le marché Forex et sur l'ensemble des marchés financiers. Mais qu'en est-il vraiment de la situation économique aux États-Unis? Est-ce que les craintes de récession sont vraiment légitimes? Est-ce qu'on risque de rentrer dans une récession imminente, plus tardive, ou est-ce qu'il n'y aura aucune récession? Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'économie actuelle, de la situation économique américaine à l'heure actuelle. Bon, déjà avant de commencer, j'aimerais, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous définir ce qu'est une récession. Tout simplement, la récession, factuellement, qu'est-ce que c'est? C'est une période économique où la santé d'une économie, donc en l'occurrence là c'est l'économie américaine, elle se porte mal, donc elle est en déclin. On dit qu'un pays rentre en récession lorsque son PIB sort 2 fois consécutivement en négatif, c'est-à-dire sous la barre des 0%. Donc en fait c'est 2 trimestres consécutifs en négatif, et là c'est ce qu'on appelle une récession technique. Et en général, lorsqu'on rentre en récession technique, ça se traduit souvent par une baisse des indices. Donc on voit souvent le S&P 500 qui perd beaucoup de valeur, et on a aussi du coup un sentiment plutôt de peur sur les marchés, et c'est souvent entre guillemets des crises économiques. Comme vous le savez sans doute, depuis qu'on a eu les mauvais résultats NFP il y a quelques semaines, tout le monde a commencé à parler de récession, on l'a vu partout dans les médias. Donc dans cette vidéo, on va essayer de retracer les anciennes récessions, voir comment se sont passées, quels ont été les indicateurs qui ont annoncé cette récession, etc. Et on va voir si justement, dans le contexte actuel, il est possible ou non d'avoir une récession. Pour les gens qui tradent activement et qui utilisent l'analyse fondamentale, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu que cette semaine, lors de la réunion FOMC, on a eu un événement qui a été un peu spécial, qui a été le cut des taux d'intérêt. C'est-à-dire que la Fed a baissé ses taux d'intérêt de 50 points. Il faut noter que c'est un événement majeur et historique, car depuis les années 2000, la Fed a baissé ses taux seulement 4 fois. Elle n'a pas baissé les taux seulement 4 fois, mais elle est rentrée seulement 4 fois dans des cycles de baisse de taux. Et donc, on va analyser tout ça de près. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous montrer ici sur TradingView, ça c'est le graphique des taux d'intérêt américains, donc les taux d'intérêt de la Fed. Et ce qui est important de voir, c'est que, comme je vous ai expliqué, depuis les années 2000, donc ça c'est les années 2000, on a eu seulement 4 cycles de baisse de taux. Donc on en a eu un ici, on voit qu'on a eu une succession de baisse de taux. Une deuxième ici, on a une succession de baisse de taux. Une troisième ici. Et là, du coup, la quatrième, c'est celle à laquelle on est en train de rentrer actuellement, où ils ont commencé à cut les taux. Et on sait très bien qu'ils vont continuer de cut les taux parce qu'ils l'ont annoncé, et c'est logique au vu de la situation économique actuelle. Donc théoriquement, on rentre à l'heure actuelle dans un 4e rallye de baisse de taux de la Fed. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est important de conclure quand on voit ça, c'est que historiquement, ces baisses de taux, elles ont eu un impact sur les marchés financiers, notamment sur les equities, sur le S&P 500. On va aller voir ça directement. Donc, on se retrouve maintenant sur le S&P 500, ce que je viens de vous évoquer à l'instant, et on va le comparer avec les taux d'intérêt. Et une chose très importante à noter quand on compare ce graphique, ça saute aux yeux, à chaque fois ici en rouge, quand il y a eu des cuts de taux d'intérêt, donc quand on a commencé les rallyes de baisse de taux que je vous ai montré juste avant, eh bien ça s'est généralement traduit par un S&P 500, qu'on voit ici en bougie classique, qui a dump sur les marchés. Donc on l'a vu ici lors du premier rallye de cut de taux, le S&P 500 a perdu de la valeur. Lors du second, également, il a perdu de la valeur. Ici, il a également perdu de la valeur. On a vu que c'était un petit peu en différé. C'était pas juste quand ils ont commencé à cut les taux. On a vu le S&P 500 perdre de la valeur. Il y a eu un petit peu de retard sur une baisse du S&P, mais on a tout de même vu cette baisse du S&P. Elle paraît d'ailleurs anodine, mais quand on regarde combien elle a perdu, le S&P 500 a perdu près de 35%. Donc bien que ça paraît léger, c'est 35%, donc c'est énorme. Et on voit qu'il y a eu un réel impact à ce moment-là également. Et qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? C'est que là, on est en train d'entamer le 4e rallye baissier sur les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on peut commencer à conclure? Qu'est-ce qu'on peut commencer à envisager? Eh bien que le S&P 500 va réagir exactement de la même manière que lors des 3 fois précédentes, c'est-à-dire qu'il va potentiellement perdre de la valeur. Donc c'est un premier indicateur qui nous montre que cette récession, elle n'est pas à mettre en second rang. Certes, c'est pas forcément dans l'immédiat, on va avoir une récession parce qu'on a vu, c'est pas forcément dès qu'il commence à cut les taux d'intérêt qu'on voit directement le S&P 500 qui perd de la valeur. On l'a vu notamment ici où il a perdu un petit peu plus tard. Maintenant, on sait que historiquement, on l'a vu sur les 3 fois précédentes, à chaque fois qu'il y a eu des cuts de taux, le S&P a réagi à la baisse. Donc ça, c'est déjà un premier red flag qui nous annonce qu'il faut quand même commencer à faire attention aux perspectives économiques américaines et mondiales. Maintenant, il y a quelque chose que vous allez peut-être pas comprendre, c'est pourquoi lorsqu'il y a ces cuts de taux, on voit le S&P 500 qui perd de la valeur. Est-ce que c'est juste un indicateur technique qui fait que c'est une incohérence ou quoi que ce soit? C'est juste un coup du hasard? Mais en réalité, pas du tout. Il y a vraiment un phénomène économique derrière qui explique justement ce mouvement baissier sur le S&P, et on va le voir directement sur ce graphique-là. Donc c'est exactement le même graphique que je vous ai montré en tout premier. On a vu le premier rallye de baisse de taux, le deuxième, le troisième et le 4e auquel on est actuellement en train d'assister. Et qu'est-ce qu'on a en plus juste sur ce graphique-là par rapport à celui d'avant? C'est tout simplement que ici, les petites phases qui sont grisées
ici, c'est des phases de récession. Donc c'est quand on a vu un déclin de l'économie américaine, c'est-à-dire que comme je vous ai expliqué, on a vu le PIB 2 fois consécutivement baissier, et c'est des phases économiques où l'économie du pays se porte pas bien. Il y a généralement un fort taux de chômage, il n'y a pas beaucoup d'emplois, il y a vraiment des problèmes économiques, les consommateurs sont vraiment dans des situations assez complexes, etc. Il y a beaucoup moins d'argent, etc. Et du coup, vous comprenez bien que les entreprises, c'est exactement la même chose. Et c'est la raison pour laquelle on voit aussi le S&P 500 qui perd beaucoup de valeur dans ces périodes de récession, parce que économiquement, ça va mal pour les consommateurs, pour les entreprises et pour l'économie en général. Maintenant, il faut aussi comprendre vraiment concrètement pourquoi ces baisses de taux-là, quand on voit des baisses de taux, eh bien, il y a un impact sur le S&P 500. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le phénomène de baisse de taux, c'est pas le moment où ils baissent les taux que ça a un impact sur la récession et sur l'économie où ça mène à une récession. Le réel impact, la raison pour laquelle il y a une récession, c'est toutes ces périodes-là. Ces périodes où on a des augmentations de taux directeurs pour ralentir l'économie. Comme vous le savez, la plupart du temps, quand il y a des problèmes d'inflation dans une économie, bon là je vais prendre l'exemple de l'économie américaine, lorsque dans l'économie américaine il y a des problèmes d'inflation, la banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ses taux pour diminuer la masse monétaire au sein de l'économie pour justement ralentir cette inflation et freiner l'économie. Cependant, quand elle freine l'économie, ça mène à des périodes un peu compliquées pour les consommateurs, pour les entreprises, d'où la baisse du S&P 500, et pour l'économie dans sa globalité. La réalité des choses aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une banque centrale augmente ses taux d'intérêt, ça n'a pas directement un impact immédiat sur l'économie. C'est pas elle augmente de 50 points et directement le taux de chômage il augmente, la consommation elle diminue, etc. Non, c'est vraiment que ça a un impact un peu plus long terme, donc ça a un impact plus tard. Donc il y a tout ce phénomène d'augmentation de taux d'intérêt. Cependant, dès que la banque centrale, elle commence à voir que ces hausses de taux commencent à avoir un impact sur l'économie, donc quand on commence à voir par exemple un taux de chômage augmenter, etc., c'est dans ces moments-là où dès qu'elle a les premiers indicateurs de ralentissement économique, qu'elle commence à cut les taux. Cependant, la plupart du temps, c'est souvent trop tard et donc elle baisse directement les taux agressivement. Et le fait que ce soit trop tard, ça mène tout de même à une récession. C'est pour ça que la plupart du temps, les récessions, elles sont souvent en concordance avec le moment où ils baissent les taux d'intérêt, parce que c'est le moment où ils réalisent que leur hausse de taux commence à avoir vraiment un impact sur l'économie. Donc maintenant qu'on a vu que le principal trigger des récessions en général, c'est une baisse de taux directeur, on va essayer d'analyser un peu plus en profondeur justement les indicateurs financiers et économiques pour voir s'ils confirment également cette hypothèse de récession. Donc on va tout d'abord aller regarder avec un indicateur financier que vous connaissez bien, c'est le taux de chômage. Donc j'aimerais bien vous montrer deux choses sur le taux de chômage. Première chose qu'on peut voir sur le taux de chômage, c'est que à chaque fois qu'on a eu des baisses sur le S&P et donc du coup des récessions, on peut voir qu'on a eu une augmentation du taux de chômage qui soit s'est passé un peu avant par exemple, comme juste ici, et potentiellement même comme juste ici, soit on a eu justement cette hausse du taux de chômage qui s'est passée pile poil en même temps. Ce qu'on peut voir, c'est que la situation actuelle, pour le moment, effectivement, on voit bien qu'on commence à avoir une hausse du taux de chômage. Donc ça pourrait justement concorder avec cette situation de récession. Maintenant, au niveau du taux de chômage, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est une règle qui est bien connue en finance et c'est la règle de Sam. La règle de Sam, c'est celle-ci, elle est assez simple. C'est le fait que si en 12 mois, le taux de chômage augmente entre son plus bas et son plus haut de 0,5% au minimum, eh bien en général, on a une récession. Et cette règle, justement, elle a prédit 100% des récessions depuis 1970. Donc ce qu'on peut voir juste ici, ça c'est la ligne des 0,5%. À chaque fois qu'on a dépassé cette ligne, on a eu en gris une récession. Donc là, vous pouvez voir à chaque fois qu'on l'a dépassé, on a eu justement une récession en gris. Juste ici aussi pour le Covid. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, on l'a dépassé. Donc juste ici, si on prend les chiffres actuels du taux de chômage, on peut voir qu'aux US, entre novembre, décembre et janvier, on était à 3,7% au plus bas. Et maintenant, on est à 4,3%, soit plus 0,6% au-dessus de la règle de Sam qui a indiqué 100% des récessions depuis 1970. Donc effectivement, cet indicateur économique nous confirme donc bien qu'une récession est potentiellement à l'approche. Enfin, le dernier indicateur de récession, et j'aimerais bien vous le montrer sur l'ordinateur, c'est l'indicateur du yield curve. Qu'est-ce que c'est que le yield curve? Le yield curve, juste ici, quand il est au-dessus de 0, ça veut dire que tout se passe bien et que les rendements des bonds, des taux à long terme sont plus hauts que ceux à court terme, c'est normal. Quand vous prêtez votre argent à une institution financière ou à un gouvernement, eh bien si vous le prêtez plus longtemps tu le prêtes, plus haut est ton reward. Parce que forcément, le risque de prêter ton argent pendant 10 ans, il est plus haut que de le prêter pendant 6 mois. Cependant, certaines fois, on a justement une inversion de la courbe, c'est-à-dire qu'en fait les investisseurs considèrent que ça devient plus dangereux de le prêter sur le court terme plutôt que sur le long terme. Et donc du coup, ça c'est aussi un indicateur de récession qui a prédit 1, 2, 3, 4, 5, 6 récessions, donc depuis 1970, exactement pareil que pour la règle de Sam, il a prédit 100% des dernières récessions. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est passé en dessous
et qu'on est revenu au-dessus des zéros, eh bien on a une récession. Donc ici c'est ça, ici pareil, ici pareil. Bon, je ne vais pas vous faire le topo. En 2020, exactement la même chose. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement? C'est que on est exactement passé en dessous des zéros et on vient de repasser au-dessus. Ce qui indique que potentiellement, encore une fois, on pourrait partir en récession, pas forcément le mois qui suit, mais potentiellement dans l'année qui suit, dans les 6 mois qui suivent, dans les 2 années qui suivent. C'est une possibilité d'après cet indicateur. Donc là, ce qu'on fait dans cette vidéo, c'est seulement vous retransmettre des indicateurs économiques que nous, on a analysés au préalable. On n'est pas en train de vous dire qu'on part en récession dès la semaine prochaine, mais on est en train de vous dire que c'est une hypothèse tangible, notamment quand on se fie aux données historiques. Maintenant, la question qu'il faut se poser pour tous les traders FX qui nous regardent et pour nous-mêmes, qui sommes nous-mêmes des traders FX, c'est mais qu'est-ce que je vais devoir trader pendant ces récessions? Et justement, on a analysé tout ça pour vous. Donc, on se retrouve sur l'iPad et on peut voir qu'on a analysé les 3 bear markets. Les 3 derniers bear markets. Donc, un bear market, c'est moins 20% sur le S&P ou moins. Ce qu'on peut voir, c'est qu'entre octobre 2007 et mars 2009, donc le bear market de 2007, la grande récession, eh bien, on peut voir que juste ici, sur notre graphique de mataf.net, qui est d'ailleurs un site qu'on adore et qu'on utilise beaucoup, on peut voir que le JPY a été haussier, le CHF haussier, l'USD haussier. Et juste ici d'ailleurs, on vous a mis les performances, donc avec les valeurs refuges. Et donc, il aurait mieux fallu d'acheter ces valeurs refuges et de ne pas forcément acheter les risk-on ou de même vendre les risk-on en tant que trader, car on a eu l'AUD, le GBP, le NZD qui ont été les moins bonnes devises. Ensuite, en analysant 2020, donc la pandémie, on peut voir exactement la même chose. On peut voir que c'est le JPY, l'USD et le CHF qui se sont vraiment démarqués sur les marchés, alors que justement, ceux qui se sont mal démarqués, c'est plutôt le GBP, le NZD et l'AUD, donc plutôt les valeurs qui sont sensibles au sentiment du risque. Ça, on peut le voir avec ce graphique juste ici. Maintenant, on a aussi analysé les performances de 2022. Cependant, il faut savoir qu'en 2022, on a eu des situations qui étaient vraiment fondamentalement et économiquement assez complexes, c'est-à-dire que même en bear market, on était quand même en train d'augmenter les taux. Et donc du coup, forcément, on a eu des phénomènes fondamentaux, donc de cycle de hausse de taux ou même de non-cycle de hausse de taux qui ont poussé à certains mouvements. Donc, entre guillemets, les FX performances de 2022, on va pas vraiment les prendre en compte. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'on a eu un USD haussier, un CHF plutôt haussier aussi. Cependant, le JPY, effectivement, il déroge à la règle de tout à l'heure, tout simplement parce que la BOJ n'est pas rentrée dans son cycle de hausse de taux, donc forcément, les gens n'ont pas acheté du JPY. Au vu du différentiel de taux, car toutes les autres banques centrales ont en fait augmenté leurs taux, seulement le JPY ne l'a pas fait. Donc, on peut dire que ces FX performances de 2022, on peut les mettre entre parenthèses. En conclusion et au final, on va vous conseiller, si jamais vous voyez une récession dans le futur, donc pas forcément dès maintenant, mais si vous vous attendez à un bear market, si le S&P commence à baisser et que là, vous êtes en train de voir ce bear market, voir cette potentielle récession technique aux États-Unis, ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment d'acheter des valeurs refuges, ce qui est assez logique en temps de récession, et de vendre les valeurs à risque, donc les risk-on, donc plutôt l'AUD, plutôt le NZD, le CAD, potentiellement aussi le GBP qui est pas mal sensible au sentiment du risque en général, et l'euro bien sûr, on vous conseille de faire attention selon les fondamentaux européens, c'est-à-dire est-ce que la BCE entame un cycle de baisse de taux plus fort que les autres banques centrales ou non. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo, on vous parle justement de la récession et de la potentielle récession qui pourrait arriver. C'est une vidéo vraiment à titre informatif et on n'est pas du tout en train de sonner la sonnette d'alarme et en train de vous dire qu'il y aura forcément une récession dans les 4 mois ou les 2 mois à venir. Cependant, tous les indicateurs économiques nous montrent que c'est une possibilité à prendre en compte et on vous conseille de le prendre en compte dans votre trading actif et même dans vos investissements de tous les jours. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre canal Telegram qu'on vous affiche juste ici, sur notre Instagram aussi où on poste énormément de valeur tous les jours et n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner.